tu as 5 minutes pour me céder ton empire hôtelier, Margot, sinon je demande à mes avocats de déposer une demande de mise sous tutelle d'urgence. Je te ferai déclarer mentalement incapable de gérer tes affaires avant l'aube, et je prendrai moi-même le contrôle du groupe Horizon. Mon père n'a même pas scié en menaçant de me faire enfermer juste pour voler mon entreprise valorisée à 850 millions d'euros. Il pensait me tenir un pistolet sur la tempe. Il ne réalisait pas que c'était moi qui tenais les balles. J'étais assise dans la salle à manger sombre et oppressante de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, où l'air était alourdi par le parfum d'une bouteille de Château Margaux Grand Cru à 5 000 € et par 3 décennies de sa tyrannie glaciale. Bienvenue sur la chaîne Le Vent Tourne. Je suis assise ici avec une tasse de café chaud, observant la vue et réfléchissant aux batailles secrètes que les familles mènent si souvent. Un moment de calme comme celui-ci contraste vivement avec la réalité sous haute tension de Margot. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui et que buvez-vous? J'adorerais le savoir. Maintenant, retournons à la tension qui monte autour de cette table à manger. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai même pas rassemblé l'énergie d'être en colère. La colère est une émotion qui coûte cher. Et j'en avais fini de payer l'addition pour cette famille. J'ai simplement glissé la main dans mon sac, en ai sorti un chèque, et l'ai fait glisser sur la table en acajou massif jusqu'à ce qu'il bute contre son verre à vin en cristal. Le montant était écrit à l'encre noire et nette, 150 000 €. La dette entre nous est réglée, Jean-François, ai-je dit, ma voix aussi froide et clinique que celle d'un médecin légiste pratiquant une autopsie. C'est le moindre centime des frais de scolarité à HEC que tu as fait peser au-dessus de ma tête pendant des années. Notre contrat est rompu. Je ne te dois plus une seule respiration. Jean-François a fixé le chèque, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson au bout d'un hameçon. Il était habitué à l'ancienne Margot, la jeune femme effrayée de 27 ans qu'il avait jetée à la rue il y a 5 ans pour le crime d'aimer un homme qu'il ne pouvait pas contrôler. Il m'avait claqué les lourdes grilles en fer forgé du domaine au nez et avait qualifié mon mari, Julien, de parasite profiteur qui passait son temps à colorier avec des feutres. Il avait coupé mon fonds de placement, ma mutuelle et ma dignité, s'attendant à ce que je meure de faim pour revenir ramper dans son ombre. Il n'avait pas réalisé que la faim est une source de motivation infernale. Julien et moi avons passé 2 ans à vivre dans une chambre de bonne sous les toits de Paris qui sentait le plâtre humide et l'échec. Nous dormions sur un matelas à même le sol et mangions des coquillettes premier prix pendant que nous rénovions notre premier boutique hôtel de nos propres mains. Jean-François pensait me briser, mais en réalité, il me forgeait pour devenir la personne qui s'apprêtait à le démanteler. Les gens se demandent souvent pourquoi les enfants de narcissiques acceptent encore de se présenter au dîner de famille après des années de maltraitance. Ils ne comprennent pas le réflexe fantôme, cette chaîne invisible qui vous fait désespérément chercher l'approbation de la personne qui a passé votre vie à vous rabaisser. C'est un bug biologique, l'espoir désespéré que cette fois, ils vous verront enfin. Mais, assise dans cette pièce, j'ai réalisé que la chaîne avait disparu. Je n'étais pas revenu à Neuilly-sur-Seine pour jouer les filles modèles. J'étais venu effectuer un audit. Pendant 5 ans, j'ai travaillé jusqu'à m'en faire saigner les mains, juste pour acheter ma propre immunité. Je n'étais plus une personne à ses yeux. J'étais un bilan comptable. Et il avait passé des décennies à être à découvert. Jean-François ne regardait pas une fille. Il regardait un prédateur qui avait enfin appris à chasser sur ses propres terres. Jean-François n'a pas pris le chèque. Il a simplement ri. Un rire gras et qui a fait cliqueter les glaçons dans son verre. Tu penses que 150 000 € achètent ta liberté? Margot, tu crois que tu peux sortir de cette maison et emporter avec toi près d'1 milliard d'euros de mon héritage? Il s'est penché en avant, ses yeux forant les miens avec une lueur prédatrice. La chance du débutant est une drogue dangereuse. Elle fait croire aux petites filles amatrices qu'elles sont de véritables femmes d'affaires. Il a glissé la main dans sa veste sur mesure et en a sorti un deuxième document, le faisant glisser par-dessus le premier. Ceci est une clause de propriété intellectuelle familiale, Margot. C'est un accord en béton armé stipulant que toute innovation, logiciel ou marque développée pendant que tu étais sous l'égide de Valois Investissement appartient au patrimoine familial. Il a pris une longue et lente gorgée de son vin. Le groupe Horizon a été bâti sur les fondations de l'éducation que j'ai payée, dans la maison que j'ai fournie. Chaque ligne de code de ton logiciel d'hôtellerie m'appartient légalement. J'ai déjà contacté tes garants financiers. Au moment où je dépose ceci, ton introduction en bourse de 850 millions d'euros est gelée. Il pensait être malin.
Il croyait m'enfermer dans une cage juridique qu'il avait passé des mois à construire. J'ai regardé le document, puis je l'ai regardé à nouveau. Il avait l'air triomphant, comme un homme qui venait de sortir un as de sa manche. J'ai regardé ma mère, Catherine. Elle était assise à ma droite, tordant sa serviette en lin jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle refusait de croiser mon regard. Son silence était un signal fort et clair. Elle n'était pas ma protectrice. Elle n'était que l'investisseuse silencieuse dans sa version à lui de la famille. En face d'elle se trouvait mon frère, Thibaut, le regard fixement plongé dans son téléphone. Son silence était un mécanisme de défense bien rodé. Il était l'enfant roi qui avait appris très tôt que tant qu'il ne levait pas les yeux, il n'avait pas à voir le sang couler sur le parquet de Versailles. Il était un fantôme à sa propre table, attendant que la tempête passe. Et qu'en est-il du dessinateur, a demandé Jean-François, sa voix dégoulinante de cette condescendance si familière. Julien joue-t-il toujours avec ses crayons de couleur pendant que tu fais le gros du travail? Il a toujours appelé mon mari un dessinateur, crachant le mot comme une insulte, refusant de le reconnaître comme l'architecte visionnaire qu'il était. Jean-François considérait Julien comme une victime collatérale et parasitaire de ma rébellion, quelqu'un qui méritait de mourir de faim avec moi. Il y a 5 ans, ces menaces m'auraient fait me recroqueviller dans ma chaise. J'aurais balbutié, essayé de défendre notre vie, et mendié une miette de son approbation. Mais ce soir, je me suis contenté de l'observer. Je ne ressentais aucune colère. Je le regardais avec le calme silencieux et calculateur d'un architecte mesurant un bâtiment condamné. Je n'étais pas là pour me disputer. J'étais là pour examiner les décombres avant que la démolition ne commence. Il n'était plus le géant que je craignais, mais une structure dont les fondations étaient déjà réduites en poussière. Il n'était pas un roi tenant sa cour. Il était un homme qui avait emprunté trop de temps et qui, finalement, était à court de crédit. J'ai laissé le silence flotter dans la pièce, lourd et suffocant. Je voulais qu'il ressente le poids de sa propre arrogance. Il pensait tenir la laisse, mais il ne réalisait pas que sa clause de propriété intellectuelle familiale n'était que le faux document d'un fantôme. Il pensait intimider sa fille pour obtenir un sauvetage financier. Il ne réalisait pas qui était réellement assis à sa table. Ma compassion avait été un luxe. Il avait été à découvert pendant 32 ans. Et ce soir, je clôturais définitivement son compte. Je le fixais. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai même pas respiré en me concentrant sur le tremblement microscopique de la main de Jean-François alors qu'il inclinait la carafe. Le goulot en cristal a teinté contre le rebord du verre, un cliquetis aigu et rythmique qui trahissait la terreur qu'il essayait si désespérément de masquer. Avec arrogance, il a reposé la bouteille dans un bruit lourd et maladroit, essayant de cacher son tremblement. Mais je l'avais déjà vu. Il n'était pas un roi tenant sa cour dans sa forteresse de Neuilly. Il était un animal acculé montrant les dents parce qu'il n'avait aucune autre défense. J'ai ressenti le détachement froid et clinique d'un chirurgien observant une tumeur. Je n'étais pas seulement assise en face de mon père. J'étais assise en face d'un héritage en décomposition dont le temps était enfin écoulé. La chance du débutant est une drogue dangereuse, Margot, a-t-il répété, sa voix descendant dans un registre qui feignait une inquiétude paternelle. Elle fait croire aux petites filles amatrices qu'elles sont de véritables femmes d'affaires. Mais le monde est rempli de gens qui te dévoreront toutes crues à la seconde où tu montreras une faiblesse. Il s'est adossé à sa chaise et l'odeur du vin mêlée à son arrogance s'est dégagée de lui. Il croyait sincèrement être le marionnettiste, l'homme qui collectionnait les péchés et s'en servait comme laisse pour garder le monde sous son contrôle. J'ai de nouveau laissé le silence s'installer entre nous, lourd et étouffant. Tu parles beaucoup de faiblesse, Jean-François, ai-je dit, ma voix tranchant sa respiration haletante comme une lame. Mais parlons de la tienne. Parlons des 40 millions d'euros de dettes toxiques qui sont actuellement exigibles. Tu penses que c'est une petite somme pour une dynastie comme la tienne? Tu as oublié tes propres contrats, Jean-François. Ce prêt contient une clause de défaut croisée. Au moment où tu manqueras à ce paiement, tous tes autres créanciers auront légalement le droit de geler tes comptes et d'exiger le remboursement intégral de ton portefeuille de dette d'1 milliard d'euros sous 48 heures. Les couleurs ont quitté son visage si vite qu'on aurait dit que la gravité les lui avait volées. Il s'est affaissé dans sa lourde chaise en chêne, le bruit de l'air s'échappant de ses poumons rappelant celui d'un pneu crevé. Il m'a dévisagé comme si je parlais une langue qu'il n'avait jamais apprise. C'était l'instant précis de l'effondrement narcissique.
Le moment où le tyran réalise que son coffre-fort est vide et que son ombre n'effraie même plus les oiseaux. Vous voyez, les hommes comme Jean-François construisent toute leur identité sur l'illusion de pouvoir que procure un portefeuille bien garni. Ils n'ont ni caractère ni intégrité. Ils ont des actifs. Leur autorité est un costume sur mesure qu'ils louent avec des intérêts. Et leur respect est un service qu'ils achètent par abonnement mensuel. J'ai compris à cet instant que son pouvoir n'avait jamais été réel. C'était une performance élaborée, mise en scène sur des fondations de sable mouvant. Quand le compte en banque tombe à zéro, le dictateur devient un mendiant. Son statut n'était qu'une fine couche de feuilles d'or recouvrant une âme rouillée, et j'étais celle qui venait de l'arracher. Comment es-tu au courant, a-t-il croassé, sa voix devenue faible et diminuée. Ce sont des informations confidentielles. Valois Investissement est. Valois Investissement est en train de se noyer, les jeux interrompus, d'un ton neutre et mortel. Tu ne m'as pas invité ici pour des retrouvailles, Jean-François. Tu m'as invité parce que tu as vu ma valorisation à 850 millions d'euros aux informations financières et que tu y as vu un canot de sauvetage. Tu as cru pouvoir intimider ta fille pour qu'elle te renfloue, parce que tu as passé 32 ans à me convaincre que je n'étais rien sans toi. Je me suis penché en avant, verrouillant mon regard dans le sien. Mais tu as oublié une chose. C'est toi qui m'as appris à trouver des moyens de pression. Tu m'as appris que la faim est la meilleure des motivations. Pendant que tu buvais des bouteilles de vin à 5000 € et que tu vérifiais mes relevés bancaires pour me voir sombrer, j'apprenais comment racheter le sol même sur lequel tu te tiens. Il s'est jeté sur son verre de vin, sa respiration saccadée et désespérée. Il avait l'air minuscule dans son costume de créateur, un vieil homme méchant qui avait trop emprunté pour acheter une affection qu'il n'avait jamais méritée. L'illusion était brisée. Il ne me tenait pas un pistolet sur la tempe. Il tenait juste une carafe vide dans une maison qui n'était plus la sienne. Jean-François a fixé le classeur posé sur la table comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait, seulement le halètement rauque et irrégulier d'un homme qui réalisait enfin qu'il n'avait plus nulle part où fuir. La prise de conscience l'a submergé comme une vague lente et terrifiante. Il n'était pas assis en face d'une fille qu'il pouvait intimider avec de faux médecins et des évaluations psychologiques truquées. Il était assis en face de la seule personne au monde capable de le détruire. Tu as contracté un prêt relais de 40 millions d'euros il y a 6 mois auprès d'un fonds d'investissement appelé Blackwood Capital, ai-je déclaré, ma voix tranchant son silence comme un scalpel. C'était un prêt à court terme, à taux d'intérêt exorbitant, couvert par ta caution personnelle. Mais surtout, il était garanti par 51% de tes actions à droit de vote chez Valois Investissement. En faisant défaut sur cette seule créance, tu n'as pas seulement perdu 40 millions. Tu as déclenché l'effondrement de la totalité de ton contrôle décisionnel. Tu m'as remis les clés du château parce que tu étais trop arrogant pour lire les petits caractères. Le visage de Jean-François a pris une teinte grisâtre maladive. C'est confidentiel. Comment connais-tu les termes de cet accord? Blackwood Capital cherchait à se débarrasser de ses dettes à haut risque la semaine dernière, les jeux interrompus en m'adossant à mon tour, le regardant lutter pour reprendre son souffle. Il pensait que tu ferais défaut. Il pensait que tu étais un mauvais pari. Alors, ils ont vendu cette dette pour une bouchée de pain à une société écran. Je possède cette société, Jean-François. Je possède ta dette. Et le plus important, je possède la clause de défaut. L'air de la pièce a semblé s'évaporer. Je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité. J'ai éprouvé la froide satisfaction clinique d'un agent de recouvrement qui clôture un dossier. J'exige le remboursement du prêt, ai-je prononcé, chaque mot étant précis et définitif. Remboursement intégral. 40 millions d'euros. Exigible immédiatement. Jean-François s'est levé d'un bond si brusque que ses genoux ont heurté la lourde table en acajou. L'argenterie a sursauté et sa lourde chaise en chêne a basculé en arrière pour s'écraser sur le sol dans un bruit de coups de feu. C'est de la fraude, a-t-il hurlé, des postillons jaillissant de sa bouche, son visage virant au violet écœurant. Tu ne peux pas faire ça. Je vais tout déchirer. Je vais t'enterrer. Il s'est précipité sur le classeur, ses mains griffant les pages comme si détruire le papier pouvait effacer la réalité. Papa, arrête, a crié mon frère, Thibaut, en bondissant alors qu'une carafe en cristal était projetée au sol, explosant en milliers d'éclats scintillants. Assieds-toi, lui a rugi Jean-François, les yeux fous et injectés de sang. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli.
J'ai simplement pris mon téléphone. Mon pouce a plané au-dessus d'un message pré-rédigé destiné à mon avocat principal. Un seul mot, exécuté. Vas-y, ai-je dit, ma voix fendant son halètement frénétique. Déchire-le. Brûle-le. Mange-le si tu veux. Ça n'a aucune importance. J'ai appuyé sur envoyer. Jean-François s'est figé, les pages froissées dans ses poings tremblants. Il a levé les yeux vers moi, la poitrine soulevée. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ce classeur n'est qu'une copie de courtoisie, ai-je répondu en verrouillant mon écran et en posant mon téléphone avec un claquement délibéré. Mon équipe juridique attendait mon signal. Ils viennent de déposer électroniquement la reconnaissance de dette avec titre exécutoire auprès du greffe du tribunal de commerce. C'est officiellement horodaté. Jean-François, la dette est exigée, le défaut de paiement est enregistré, et le processus est désormais irréversible. Avant le lever du soleil, le monde entier saura que tu as perdu le contrôle. Je me suis levé, lissant l'avant de ma robe comme si nous discutions du menu du brunch de dimanche prochain au lieu de son effondrement total. En vertu du code de commerce sur le nantissement de parts sociales, un créancier garanti peut saisir les droits de vote immédiatement en cas de défaut pour protéger l'actif, ai-je chuchoté en contournant la table jusqu'à me retrouver juste devant lui. Il sentait le vin aigre et l'odeur froide et métallique de la peur. Je suis la créancière. Je viens d'exercer ce droit. Je possède tes actions maintenant. Je contrôle le conseil d'administration. Je contrôle le siège de l'entreprise. Je te contrôle. Le téléphone de Jean-François a commencé à vibrer dans sa poche. Puis celui de ma mère. Puis celui de Thibaut. Un vilain petit cœur d'alerte annonçant la fin d'une dynastie. C'est sans doute le secrétaire du conseil d'administration, ai-je affirmé, la voix stable et imperturbable. Ils ont été informés du changement de contrôle. C'est la convocation officielle pour la réunion d'urgence du conseil. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, j'ai déjà demandé ta révocation immédiate pour faute grave. Tu n'es pas simplement mis à la retraite, Jean-François. Tu es purgé de l'héritage que tu croyais intouchable. Il a regardé son écran comme s'il était écrit dans une langue qu'il n'avait jamais apprise. Il n'était plus un géant. Il n'était plus qu'un vieil homme mesquin dans un costume sur mesure, qui avait trop emprunté pour s'acheter une affection qu'il ne méritait pas. Il s'est tourné vers ma mère, la voix réduite à un râle pathétique. Catherine, dis-lui. Dis-lui que c'est de la folie. Mais ma mère n'a pas bougé. D'habitude, elle intervenait toujours pour adoucir sa rage. Mais ce soir, elle ne le regardait pas. Elle me fixait avec des yeux écarquillés d'admiration. Elle faisait les calculs dans sa tête, réalisant que la fille dont elle avait eu pitié venait de retirer la couronne du roi sans verser une seule goutte de sueur. Il y a encore une chose, ai-je annoncé, laissant les mots se poser sur la pièce comme une lourde couverture. J'ai examiné l'accord de garantie que tu as signé pour ce prêt de 40 millions, Jean-François. Tu n'as pas seulement mis tes actions en gage. Tu as hypothéqué l'acte de propriété original de ce domaine. Le verre de ma mère a glissé de sa main, éclaboussant d'eau le bois d'acajou. Jean-François est devenu livide. Il ne le lui avait pas dit. Il avait secrètement joué le toit au-dessus de sa tête pour couvrir ses mauvais paris, tout en prétendant être le patriarche qui nous protégeait tous. Il n'était pas seulement un tyran. Il était un criminel qui avait trahi la sécurité de sa propre femme. Je ne veux pas de cette maison, ai-je déclaré en plongeant la main dans mon sac pour en sortir un trousseau de clés, le faisant glisser vers ma mère. Elle est déjà à ton nom maintenant, maman. J'ai sécurisé tes intérêts. Mais toi, Jean-François, tu as 30 jours pour libérer les lieux. J'ai construit ce bureau. J'ai construit cette vie, a hurlé Jean-François, un cri brut et brisé. C'était le dernier râle d'un tyran à court de munitions. Et tu l'as hypothéqué pour couvrir ta fierté, lui ai-je répondu. Mon équipe audite les comptes lundi. Si je trouve le moindre centime de fonds détournés, je ne me contenterai pas de te renvoyer. Je te poursuivrai en justice. J'ai ramassé mon sac à main. Je m'attendais à me sentir lourde, écrasée par l'énormité de ce que je venais de faire. Mais je me sentais légère. Je me sentais en apesanteur, comme si l'air était enfin revenu dans mes poumons après 5 ans passés à retenir ma respiration. Je suis sorti, mes talons claquant un rythme clinique et régulier sur le parquet. Sorcière ingrate, a-t-il beuglé derrière moi. C'est moi qui t'ai faite.
Tu n'es rien sans moi. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis même pas retourné. On ne regarde pas un bâtiment en flammes quand on a réussi à s'en sortir vivante. L'air de la nuit a frappé mon visage, froid, vif et pur. Pour la première fois en 32 ans, l'oxygène m'appartenait enfin. 3 mois plus tard, la poussière était enfin retombée. Je me tenais près des baies vitrées du bureau d'angle de la Tour First à la Défense, contemplant une ville de Paris qui me semblait désormais totalement différente. L'air dans cette pièce ne sentait plus le vin millésimé et les menaces muettes. Il sentait la peinture fraîche et les nouvelles possibilités. Les lettres en laiton sur la porte du bureau avaient été changées. Valois Investissement n'était plus qu'un fantôme, remplacé par le logo épuré du groupe Horizon. Mon assistante a frappé doucement. Les architectes sont là pour la visite des rénovations, Margot. Dois-je les faire entrer? Donnez-moi une minute, ai-je dit, croisant mon reflet dans la vitre. J'avais la même apparence, mais la jeune femme effrayée qui balbutiait à cette même table avait disparu. J'ai levé la main et touché les boucles d'oreilles en perles que je portais. Elles n'étaient pas neuves. Elles avaient appartenu à ma grand-mère, le seul héritage que j'avais choisi de garder de cette maison. Ma mère me les avait envoyées une semaine après le dîner avec un petit mot disant qu'elle aurait voulu que je les aie. Je ne les portais pas par sentimentalisme. Je les portais comme un rappel physique et silencieux de la vérité. L'héritage n'est pas quelque chose que l'on reçoit par le sang. C'est quelque chose que l'on construit par ses propres choix. Julien est entré un instant plus tard, déroulant de nouveaux plans architecturaux sur le bureau en acajou que j'avais refusé de remplacer. Il a levé les yeux et a souri, son regard rempli du même soutien infaillible qui m'avait maintenu debout pendant 5 ans. Prête à construire quelque chose de nouveau, a-t-il demandé. Toujours, ai-je murmuré en retour. Assise là, j'ai réalisé que j'avais enfin brisé la chaîne. J'ai fini par comprendre que certaines personnes passent leur vie entière à attendre des excuses qui ne viendront jamais, ou une place à une table où elles ne sont perçues que comme une simple ressource à exploiter. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ceci. S'en aller n'est pas un acte de trahison. C'est l'acte ultime de préservation de soi. Lorsque le contrat de loyauté est violé à plusieurs reprises par ceux qui sont censés vous protéger, vous n'êtes plus seulement une fille ou un membre de la fratrie. Vous êtes l'architecte de votre propre liberté. Licencier sa propre famille est peut-être la décision professionnelle la plus difficile que vous aurez jamais à prendre, mais c'est aussi le seul moyen de récupérer votre souveraineté. Le pardon ne mène pas toujours à d'heureuses retrouvailles. Parfois, c'est simplement l'acte clinique de clore un mauvais dossier pour pouvoir enfin démarrer un nouveau projet, selon vos propres règles. Nous bâtissons une communauté de personnes qui réalisent que leur valeur n'est pas définie par le nom qu'on leur a donné, mais par la vie qu'elles construisent brique par brique.